tous les lecteurs, bonjour à toutes les lectrices, bonjour à nos invités. Bienvenue dans cette foire du livre. Et oui, foire du livre en mode salon, salon cosy. J'espère que vous-même, chers lecteurs, lectrices, vous êtes dans votre salon. Pour la première fois, vous pouvez voir une foire du livre en peignoir. Quel bonheur. Enfin, je rêve de faire ça depuis des années. L'invité d'honneur étant la Suisse. Alors, on a évidemment un Suisse avec nous. Bonjour Nicolas Feuz. Bonjour monsieur le procureur, je ne sais pas ce que je dois dire. Bonjour monsieur le procureur à 70% du temps. Bonjour monsieur l'écrivain à 30% du temps. Donc vous êtes principalement connu. Alors vous allez voir, je force le vouvoiement alors que je dis quand même aux internautes. On se tutoie tous, on se connaît un peu tous. Hein, voilà, c'est la grande famille du polar, mais j'ai forcé le vouvoiement. On vous connaît principalement pour ce que les gens appellent du thriller, donc qui partent toujours d'intrigues qui démarrent en Suisse, qui mettent en scène un procureur, comme c'est étrange, on en parlera. Et vous avez en quelques livres quand même trouvé un public très fervent en Suisse, et très fervent en Belgique aussi. D'ailleurs, on va dévoiler quelques secrets. On est à la limite respecté le couvre-feu cette nuit parce que vous voyez des auteurs belges de polar. Et je ne sais pas ce qu'en pense le juge et l'avocat, on y reviendra. Donc à votre gauche, à ma droite, Michel Claes. Bonjour monsieur le shérif. Vous êtes connu comme monsieur anticorruption en Belgique, mais aussi comme auteur. Et comme auteur, je dirais, je vois deux pans dans votre production. Une production très noire, où je pense par exemple au Forain ou sans destination fixe, pardon. Et vous avez une production plus historique, mais qui garde un fond social. Alors, est-ce que c'est de la littérature noire ou pas? Ça, c'est peut-être à vous de me le dire ou vous exégète plus tard. Donc, c'est la série de l'Est pas perdu, dont le 3e tome est sorti récemment. Le premier tome existe en poche, le 2e aussi, voilà, et qui retrace d'une certaine façon l'histoire de la Belgique depuis les années de guerre. Alors, histoire de la Belgique, histoire des Belges, ça pourrait se discuter. 3e invité, Alain Werenboom, donc lui aussi auteur belge multicasquette, donc avocat royal, grand spécialiste du droit d'auteur, donc avocat d'auteur et auteur lui-même. Et là aussi une carrière, je dirais, avec deux versants clairs. On a ce versant plus farce ou plus personnel, je dirais, qui est, par exemple, représenté par Monsieur Optimiste, la biographie de votre père, qui a aussi connu une version théâtrale. Et on a la série des Michel Van Loo, qui là aussi, bizarrement, retrace les pans d'histoire de la Belgique, commence à la fin de la guerre avec l'héritage de la collaboration. Aujourd'hui, vous le faites disparaître dans ce qui semble être une farce fantastique d'histoire de fantômes, mais on voit bien que les liens et l'ancrage historique sont aussi présents. Donc c'est quand même des éléments, l'ancrage local, l'ancrage historique, qui sont présents chez tous. Et ne me regardez pas comme ça, vous me faites peur. Et vous me faites peur parce que, alors, on va commencer par ça, c'est la première fois, on parle polar, mais c'est la première fois que j'ai l'avocat, le procureur et le juge. Vous êtes tous présents. Pourquoi passer dans la fiction alors que dans le réel, vous avez ces fonctions qui sont et des fonctions de verbe et des fonctions je dirais, régaliennes importantes pour la stabilité d'un pays, d'un état de droit. Nicolas va parler au nom de la Suisse. La Suisse a connu une particularité en 2010, c'est qu'on a supprimé la fonction de juge d'instruction. Donc j'étais juge d'instruction pendant 12 ans avant de devenir de facto procureur, parce que ça n'existait plus. Et si on devait me psychanalyser, peut-être que je regrettais au fond de moi la disparition de cette fonction de juge d'instruction, que je me voyais moins aller requérir devant le tribunal, même si je gardais la maîtrise de l'enquête avec la police judiciaire, qui reste quand même une grande partie de mon temps. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une forme de déprime, et je me suis dit, il va falloir peut-être penser à faire autre chose. Et je me suis préparé comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait. Mais je ne sais pas si c'est la vraie explication. C'est celle que l'histoire retiendra, parce que maintenant, c'est en vidéo. Donc c'est fichu. Il n'y a pas de changement de carrière ou de fonction qui ont poussé à écrire? En ce qui me concerne, d'abord, je tiens à préciser que je suis juge à 100%. Mais mon premier livre, et même l'amorce du 2e, je l'ai écrit quand j'étais avocat.
Et donc, ce sont d'ailleurs des romans que j'écris à la plume. J'en ai gardé évidemment les manuscrits, mais je ne croyais pas à cette chance d'être édité. Je l'avais fait parce que j'en avais senti le besoin, j'avais le besoin d'exprimer quelque chose. Ce sont des messages, notamment dans Ça n'est pas perdu, qui était le titre du premier roman, qui est devenu maintenant le titre de la saga. J'avais le souhait de raconter un certain nombre à la fois d'approches symboliques, assez curieusement, mais également historiques. Et je me suis inspiré de toutes ces histoires que j'ai entendues, comme j'étais élevé par mes grands-parents, de toutes ces histoires de la guerre. Je me suis dit, mais la guerre, c'est bien, parce que j'ai besoin de violence. Qu'est-ce qui est de plus violent que la guerre? Et donc, j'écris ce premier roman. Et c'est 10 ans plus tard, alors que j'étais juge, que le roman a été édité, à pur hasard. Et puis voilà, l'aventure a commencé. Voilà. Moi, j'ai toujours écrit, donc, j'ai même pas, mais pas publié, et donc le métier d'avocat est venu pendant que j'écrivais. Cela dit, il y a beaucoup de points de commun. Comme juriste, j'ai écrit un traité de droit d'auteur, j'écris de la doctrine, et l'écriture, c'est l'écriture. Qu'on écrive de la fiction, qu'on écrive sur le droit, ça reste un travail d'écriture. Il y a un plaisir du travail d'écriture. Cela dit, il y a, je pense, un certain nombre de points communs entre le métier d'avocat et la fonction d'écrire de la fiction. C'est que on est seul. L'avocat est un homme seul. Il travaille pour un client et il est en contestation. Si ça tourne mal, il va devant un tribunal, il défend un client, parfois contre un procureur, contre un juge. Donc, il est contre. Et je pense que l'écrivain est aussi contre. Il raconte des histoires qui sont, au fond, d'une façon ou de l'autre, une contestation de quelque chose. Et donc, il y a bien des points communs, je trouve, entre les deux métiers. Et pourquoi glisser vers des littératures plus sociales, plus noires, même si l'humour n'est pas absent, hein, on est d'accord, mais pourquoi pas faire du feel-good? Enfin, ricanez pas comme ça. Il ne faut pas être méprisant. Non, Non, mais moi, comme vous l'avez dit avant, je fais plus du thriller, donc peut-être que je m'éloigne un petit peu plus de ma réalité de tous les jours. J'aurais pu prendre cette option de rester dans des polars ou du roman noir extrêmement réaliste, qui colle parfaitement à une enquête, en éliminant par exemple ce que je connais pas, et ce que même les policiers ne connaissent pratiquement pas, les scènes d'action, les scènes de suspense, ce genre de choses. Je dirais que ça n'existe pratiquement jamais dans la réalité. En tout cas, pas chez nous, on est réputé pour être un petit pays tranquille. Mais je pense que c'était ma méthode, pour m'éloigner de mon travail, c'était justement de glisser ce côté un petit peu plus cinématographique, un petit peu plus... alors allons-y, parfois un petit peu James Bondien, quoi, dans certaines scènes. Alors, le petit pays tranquille, paradoxalement, je le lis dans les polars suisses, mais quand les Belges s'emparent de la Suisse, qu'on parle par exemple de blanchiment d'argent ou ce genre de choses, on va dire que bizarrement l'image de la Suisse dans les polars étrangers est quand même, c'est entre le pays qui a accueilli les nazis, le pays opaque et le pays où on blanchit du pognon. Quel regard vous portez sur justement ces littératures de genre qui s'emparent de votre pays, vous qui êtes du cru et en plus dans le système, et vous connaissez bien le système? Typiquement, le blanchiment, bon, la Deuxième Guerre, c'est un peu plus éloigné, même si voilà, les fonds des errances, tout ce genre de choses sont des scandales qui sont parus assez récemment. Et c'est un petit peu les miettes qu'on glisse sous le tapis. On le voit pas et on est un petit peu moins Chicago ou banlieue marseillaise ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a une grosse criminalité, il faut pas s'en cacher. On a au niveau du blanchiment et les grandes villes financières comme Genève, comme Zurich, il y a largement de quoi balayer. Et malheureusement, ça doit être difficile, mais je pense que Michel Claes le confirmera. Justement, question à Michel Claes, puisque ça apparaît dans... c'est quoi, c'est Souvenirs du Rif? C'est dans Souvenirs du Rif, il y a un passage. Il faut dire que Souvenirs du Rif, c'est un polar. Il va sortir en poche d'ailleurs cette année. C'est le blanchiment d'argent au départ du trafic de résine de cannabis en provenance du Rif, du Maroc.
Mais bien entendu, ça n'a rien à voir avec des dossiers belges, puisque ça se passe en France, avec des policiers français, donc je ne dévoile rien. Hein. Et puis il y a un passage en Suisse, effectivement, où je raconte des moments extraordinaires, de magnifique coopération avec la Suisse, parce que je ne mettais pas en cause une banque. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de demander des coopérations avec la Suisse concernant la responsabilité de banque. Ça m'a toujours été refusé, en violation d'ailleurs de la convention anti-blanchiment signée par la Suisse, mais bon, c'est ainsi. Mais voilà, néanmoins, ça a très bien marché. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer un policier avec qui vraiment nous sommes restés en contact, et je n'ai pas pu m'empêcher de le placer dans le polar. C'est lui qui m'a tenu cette phrase absolument extraordinaire. On avait entendu pendant 3 heures un homme de paille. Alors, mais monsieur, vous savez que votre activité sont des millions d'euros. Ah bon? Eh bien, dites, vous avez signé toutes les factures. Ah oui. Et comment définissez-vous votre rôle? Alors, à ce moment-là, il dit, ah, je suis le parfait homme de paille. Et à ce moment-là, il y a mon policier qui dit, ah ben lui, il a des neurones comme un téléphérique. 2, un pour aller devant et un pour aller derrière. Et ça, j'ai pas pu m'empêcher de le décrire. Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un fou rire, je vous assure. C'était formidable. Alain, vous avez aussi un contact avec la Suisse. Absolument, dès mon premier roman. Le premier roman, La position du missionnaire roux. Voilà, c'était le cadre suisse de chez Absolument, Nestlé. c'était suisse, puisque mon premier roman, La position du missionnaire roux, raconte l'histoire d'un cadre de chez Nestlé qui s'occupe, qui est chargé de la division Léon Poudre pour l'Afrique. Et tout le roman, c'est le personnage principal du livre qui part en avion en Italie, et l'avion est détourné vers l'Afrique. Et la suite du livre se déroule en Afrique pendant cette prise d'otage qui dure tout le roman. Et donc, en effet, la Suisse, là aussi, apparaît, comme vous le disiez, Michel, de manière critique. C'est l'image qu'on a toujours de la Suisse, c'est-à-dire, ils vont, puisque l'image, c'était Nestlé tue les bébés. Il y avait un livre qui était paru à l'époque, qui a été poursuivi d'ailleurs par Nestlé, qui s'appelait Nestlé tue les bébés, puisque on accusait Nestlé de se faire financer par la FAO pour déverser du lait en poudre en Afrique, alors qu'il n'y a pas d'eau, enfin pas d'eau saine. Donc les mères tuent leurs enfants parce que tout simplement elles mélangent le bon lait Nestlé avec de l'eau dégueulasse. Bon. Et donc c'est un peu le thème de ce roman, mais qui est un roman satirique, qui est un roman pied de nez. Et au fond, à partir de ce roman-là, j'ai toujours, que ce soit dans mes romans policiers de la série Michel Vanloo, ou que ce soit dans mes romans, jouer avec l'histoire. Dans Vanloo, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, l'histoire de Belgique à un moment bien précis, c'est juste après, dans l'après-guerre, 45 à 58, 47 à 58, et dans les autres romans, c'est l'histoire contemporaine. Donc j'ai toujours besoin de raconter l'histoire ou la politique à travers la fiction. Et justement, quand on est un auteur belge ou un auteur suisse, j'ai l'impression, alors peut-être parce que vous êtes moins nombreux que les auteurs français parlent de façon régulièrement généraliste ou situent les actions aux États-Unis, enfin on a plein de versions comme ça. Et quand on discute avec les Belges ou les Suisses, il y a cet ancrage national, voire parfois régional, voire même dans une ville. Enfin, chez vous, Bruxelles est très présent, Neuchâtel est hyper présent chez vous. C'est une nécessité d'auteur, c'est une nécessité d'éditeur. Comme t'es belge, fais-moi du belge. Comme t'es suisse, fais-moi du suisse. Ou c'est aussi parce que, du fait de vos doubles casquettes, vous dites ce qu'il faut faire, c'est parler, même si je parle de l'histoire, je parle d'un réel, et le réel que je maîtrise, c'est mon pays, ma ville, ma région. Pour moi, c'est exactement cette dernière phrase. Alors, j'ai écrit à ce jour 14 polars. J'en ai 2 qui se passent pas du tout en Suisse. Donc j'en ai un qui s'appelle Les Bouches, qui se passe en Corse. Et l'autre qui va sortir, il s'appelle Hérésiques, mais il sort dans 20 jours, enfin une vingtaine de jours. Il se passe au sud de la France, en Occitanie. Et puis, je me suis rendu compte des difficultés finalement à décrire géographiquement. On peut toujours le faire.
On va sur place, on se rend compte de certaines choses, mais on n'arrive pas à s'immerger dans la culture locale, on n'arrive pas forcément à capter toutes les petites anecdotes de la région. Et puis après, moi j'avais une difficulté au niveau de la procédure, parce que même si je baigne dans la procédure pénale depuis 22 ans, eh bien, venir décrire la procédure pénale belge ou venir décrire la procédure pénale française avec les articulations police judiciaire gendarmerie, c'était pour moi extrêmement compliqué. Alors ça l'est probablement encore plus pour quelqu'un qui n'est pas du métier, mais c'était beaucoup plus facile pour moi de décrire ce que je connaissais. Ben voilà, mais, oui, c'est vrai, j'ai pondu 2 polars qui se passent en France. Mais là, c'est plus facile quand on est juge d'instruction, on voyage beaucoup. Et donc, je connais évidemment tous les rouages non seulement de la justice, mais aussi de la police française. Et je n'ai pas voulu que ces histoires se passent en Belgique. On ne dise pas, par exemple, un avocat auteur, regardez, il a violé son secret professionnel. Mais en réalité, ces bouquins, c'est plus une présentation des modus operandi, des grandes fraudes. Modus operandi, quel mot merveilleux. Et les autres livres, c'est vrai, c'est belgo-belge. D'abord parce que je suis extrêmement attaché à cet esprit belge. Je ne vois pas pourquoi. Pour faire bien, on mettrait ça en France. Hein, voilà. Donc, je suis très bien, je suis très content. Et je trouve que nous avons d'ailleurs, je suis arrivé à pied ici, je me dis, mais quelle magnifique ville. Nous avons des bâtiments merveilleux, nous sommes passés. Enfin, c'est splendide. Et puis ce cœur aussi, ce cœur bruxellois, ce multiculturalisme que nous découvrons. Il n'y a finalement qu'un livre qui s'est passé dans mon 2e pays d'adoption, si je puis dire, c'est le Chili. C'est Cobré, parce que j'y étais souvent, ma famille y habite, et j'ai eu un coup de cœur pour le pays, j'ai surtout eu un coup de cœur pour le drame du coup d'État qui a renversé Allende, et là je me suis permis, c'est un peu un polar, hein, Cobré, mais c'est surtout un roman de type initiatique à travers un pays absolument magnifique, mais qui s'est transformé à l'époque en théâtre de tous les drames. Et j'étais fort surpris de l'accueil qu'il a reçu, alors que finalement on raconte des choses qui se sont passées en 1973 par de jeunes lecteurs qui l'ont apprécié, et j'en suis tout à fait ravi. Et donc il y a matière à, et je pense que ce qui nous rassemble, en tout cas tous les trois, c'est ce bonheur de la transmission que nous avons, parce que nous avons des choses à dire. Je pense que c'est Lessing qui disait « Qu'importe le style, l'important c'est qu'on ait quelque chose à dire ». Oui, ce sera retiré de la vidéo et mis comme ça en même. D'ailleurs, Cobré est prix de lycéen, hein, donc il a vraiment été intégré par les jeunes lecteurs. À ma grande surprise et mon ravissement. Alors, moi, je me suis promené dans le monde, comme dans mes livres, et donc je fais vraiment des allers-retours entre la Belgique et le monde. Je le rappelais, mon premier roman, La position du missionnaire, se passe en Suisse et en Afrique. Et alors ensuite, j'ai un roman qui se passe en Pologne, un autre au Congo. Donc il y a un roman qui remonte la première croisade de Godefroy de Bouillon. Enfin, c'est très belge, évidemment. oui, j'allais dire Congo, Godefroy de Bouillon. Voilà, il y a du belge. Le lien, il y a toujours. Il y a du belge là-dedans, c'est vrai. Et je suis au fond arrivé à vraiment parler de la Belgique qu'à mon 5e ou 6e livre. C'était un livre qui s'appelait Le Lion Noir, je crois que c'était mon 5e roman, et qui est un roman qui se passe, mais justement dans une Belgique en train de se déchirer. C'est un roman qui a été publié en 2000 et qui se passe dans Anvers, mais à Anvers totalement pris par, à l'époque, le Vlaams-Blok, devenu Vlaams-Belang. Et donc c'est un roman angoissant, je dirais que c'est mon seul roman angoissant. Généralement, j'ai plutôt travaillé sur le modèle de l'ironie, de l'humour, de la fantaisie. Et là, c'est mon seul roman noir de noir qui explore, au fond, cet Anvers en train de sombrer. C'est un roman très, très, très noir. J'avais une vision très noire de la prise d'Anvers par l'extrême droite. Et hélas, ça s'est de plus en plus concrétisé. Et ça va mal pour l'instant aussi. Bon, donc, et c'est à partir de là qu'au fond je me suis tourné vers la Belgique, donc surtout avec cette série des aventures de Michel Vanloo. Donc le dernier, Vanloo disparaît, se passe dans le Hainaut en 1950, mais chaque fois au fond là j'ai eu envie d'explorer ce pays dont je suis dans ma famille la
première génération qui y est née. Mes parents sont venus, mon père de Pologne et ma mère de Russie, se sont rencontrés quand même à Bruxelles, et ont fait un petit enfant qui est né à Bruxelles. Et qui m'ont donné l'amour de la Belgique. C'est ce que je raconte dans Monsieur Optimiste, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, qui est un livre personnel, qui est un récit de leur immigration, au fond, et de leur belgicisation, et de la manière dont ils ont fait de moi un petit Belge dont les ancêtres ne sont ni polonais ni russes, mais plutôt Till Spiegel et les personnages des Gaulois. Bon, Astérix peut-être. Donc, donc il y a et je pense que c'est cette Belgique que j'ai voulu explorer, qui est les premières années de mon enfance. Moi, je suis né en 1947 et bon, le premier roman de la série Péril en ce royaume commence en 1947. Et au fond, j'explore avec cette série-là la Belgique de mon enfance. Comment était cette Belgique-là où je commençais dans la vie, mais où je commençais aussi à devenir belge. Alain, vous venez de citer Anvers. Dans une interview récente, Michel, vous citiez Anvers comme capitale du vice. Oui, pas la ville, le port. Et probablement capitale du crime, c'est le crime, capitale du crime. Et probablement, ce sera le sujet d'un prochain roman très noir, si j'ai bien compris. Anvers est vraiment la façon de la Belgique, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue criminalité. On me dira c'est le grand port, évidemment. C'est le grand port. Vous avez 17 km de quais qui sont consacrés en partie, effectivement, à l'organisation d'une criminalité d'importation de produits illégaux. Il n'y a pas seulement la cocaïne qu'on saisit par tonnes, ce qui ne représente jamais qu'encore qu'une goutte d'eau par rapport au trafic général, mais vous avez aussi la contrefaçon qui passe par là. Et cette extraordinaire organisation où vous avez des strates dans cette organisation. L'enquête récente a déjà donné quelques pans en public de ce qui s'y passait vraiment. Vous savez qu'on a découvert des chambres de torture, notamment, que l'implication de personnes dans les milieux de la justice se sont mises en évidence également. Mais je voudrais effectivement parler de cela par rapport à ce que certains diront un vrai délire, mais ce qui malheureusement est une totale réalité, c'est l'implication des grandes organisations criminelles que nous appelons les mafias, mais qui sont en réalité des sociétés, qui sont des sociétés initiatiques organisées. Elles sont chinoises, elles sont italiennes, elles fonctionnent très bien et elles sont pérennes. Et c'est cela aussi que je voulais montrer, parce que nous connaissons de plus en plus les rites qu'ils pratiquent, et je dois vous avouer que c'est à faire froid dans le dos quand on pense que ces gens ont la main mise sur un pan d'économie mondiale. N'oubliez pas que le blanchiment d'argent et la corruption représentent 6 à 7% du PIB brut mondial. On ne fait pas vraiment grand-chose pour lutter contre ces phénomènes. Et que chaque année, ce même produit se mélange aux produits des années précédentes, de manière telle qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on puisse véritablement se rendre compte de l'ampleur, mais je peux vous dire que cette ampleur est colossale. Là où vous faites référence au réel, Nicolas Feusse évoquait la connaissance des procédures policières suisses. Est-ce que, en tant qu'auteur, alors que vous connaissez bien les systèmes, vous vous lâchez sur le réel en vous disant ça fait une bonne histoire, ça narrativement ça va fonctionner, ou au contraire vous vous dites de par ma double casquette, je me dois de rester dans une forme d'objectivité, de réalisme, et si c'est peut-être trop difficile à mettre en œuvre, je l'oublie. Pour évoquer le polar, il y a la fameuse grande école scandinave qui est très très chartée dans ce qu'ils font, et un des éléments, c'est qu'il faut du réalisme factuel. Donc oui, on visite Fjällbacka avec Camille Alekberg, le nom des rues est juste, le nom des magasins c'est juste. Par contre, il faut un héroïsme de fiction, et oui, Wallander, dans un bled paumé, a arrêté combien de tueurs en série, alors que franchement, en Suède, les stats des tueurs en série, c'est pas non plus le truc qui explose le plus. Donc, où vous situez-vous, alors que vous êtes de plein pied dans le milieu, et cette question, une question que j'avoue que j'aime bien poser, parce que, par exemple, à Quai du Polar, j'ai souvent des panels où j'ai que des flics de très haut niveau, et eux me disent tous, le réel, tant pis, ce qui compte, c'est de montrer les hommes derrière le réel. Et c'est ça que nous, en tant que policiers, auteurs, on veut mettre en avant. Vous n'êtes pas policier, vous êtes une autre partie de l'appareil
législative, judiciaire. Donc, quel regard portez-vous en tant qu'écrivain, ou qu'est-ce que vous faites en tant qu'écrivain? Moi, comme je l'ai dit avant, j'ai besoin de ce côté cinématographique un peu plus récréatif, donc de m'éloigner des procédures, mais aussi du réel, de prendre certaines libertés. Par contre, en principe, je ne vais pas prendre de liberté justement avec la procédure. Pour moi, il tient à cœur que que les actes d'enquête scientifique soient des actes d'enquête qui existent et qu'on ne soit pas dans les experts à Miami où on a l'impression d'avoir 10 ans d'avance sur ce qui existe en réalité. Que les liens hiérarchiques ou de direction entre un procureur, un juge d'instruction, la police, ça colle à la réalité du terrain. Mais après, alors effectivement, Wallander qui arrête 10 tueurs en série dans un petit village, je vais être tenté de le faire. Un autre auteur suisse, qui est Marc Woltenhauer, le fait avec Grillon, et Grillon, c'est plus petit que Fielbaka. Donc, c'est clair. Je voulais rebondir sur une autre chose avant, puisque vous avez posé la question d'Anvers. Alors moi j'ai évidemment pas beaucoup de liens avec Anvers, mais sans trahir le secret de fonction, je vous dirais que j'ai envoyé, je pense, une quinzaine de commissions rogatoires internationales en Belgique depuis la Suisse, et que la grande majorité de celles-ci étaient à Anvers. Je ne me suis pas déplacé, mais j'y ai envoyé des policiers. Dès qu'on peut revoyager, aller à Anvers, apparemment, c'est une belle ville. Alain, Oui, moi la nécessité narrative, la nécessité factuelle. Oui, moi j'aime bien le mélange, j'aime bien qu'on puisse lire mes livres à plusieurs niveaux. Avant tout, j'ai besoin d'écrire parce que moi-même comme lecteur, ça me plaît, en jouant sur la fantaisie, la plus débridée, sur l'imagination, en ne donnant pas l'impression justement de faire du réalisme, et encore moins du réalisme social. Donc plutôt oui, c'est ça, plutôt de la fantaisie, mais comme chacun de ces romans, et notamment la série Van Loo, est très situé à la fois historiquement et géographiquement, Bruxelles, la Wallonie, bon. J'ai chaque fois une véritable documentation. Quand, par exemple, dans la série Van Loo, j'ai écrit La recette du pigeon à l'italienne, c'est un roman qui se passe dans les milieux de l'immigration italienne en 1947, lorsque les Belges importent véritablement des milliers de travailleurs italiens chaque semaine par train entier dans des conditions effroyables. Ça, je me suis largement documenté, et ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de documentation. On se rend compte combien les Belges ont peu écrit sur leur propre histoire. Ils ont écrit sur l'histoire des rois, ou sur la question royale, ça, tout ce que vous voulez. Mais sur l'histoire sociale, il y a extrêmement peu de documentation. Même chose dans mon dernier roman, Van Loo disparaît. C'est un roman fantastique, avec des fantômes, des vrais fantômes. J'ai voulu m'amuser à jouer avec des fantômes, mais en même temps, il y a un fond historique qui est tout ce qui s'est passé au niveau de la résistance et de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Hainaut. C'était très précis. Et là aussi, je me suis documenté, c'était pas facile, sur ce qui s'est réellement passé dans cette région-là. Et donc à travers cette histoire qui peut sembler irréelle, il y a des éléments historiques qui sont documentés. Mais oui, les romans historiques, il y a une colonne vertébrale, c'est l'histoire. Ça, on ne touche pas à l'histoire, sauf peut-être de temps en temps avec l'imagination de... C'est Alexandre Dumas qui avait dit vous me reprochez d'avoir violé l'histoire. Je lui ai quand même fait de bons enfants, hein. Je pense que c'est de lui. Mais, et de même, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, quand on raconte la procédure, on la raconte vraiment, on n'est pas dans une série télévisée française, hein, du style le commissaire machin, etc. Mais je voudrais vous dire, en tout cas j'ai vécu en tout cas un livre qui a été un moment tout à fait extraordinaire et très très dur, c'est Les Poches cousues. Alors Les Poches cousues, ça raconte l'histoire tout à fait véridique, c'est une biographie de quelqu'un que j'ai rencontré, qui est juriste au parquet de Bruxelles, qui est un ancien magistrat roumain exfiltré, qui avait refusé d'être corrompu.
Il a donc été la victime de tout le système roumain, d'abord sous le Parti communiste, et puis quand il y a eu la chute du mur, c'est la mafia qui a remplacé le Parti communiste, et elle était bien plus dangereuse. Il le regrettait finalement, et son combat a été terrible. Il était juge d'instruction. Et à un certain moment, à la moitié du livre, il se passe une chose terrible. Sa fille de 14 ans est assassinée sous ses yeux par un sniper. Et comment on faisait? Moi, il m'avait donné des textes écrits et je racontais au fur et à mesure son histoire que, évidemment, l'imagination s'était jointe, puis je mettais mon côté littéraire, évidemment, mais là, c'était évidemment sensible et on relisait le livre au fur et à mesure. Et quand je suis arrivé à raconter l'assassinat de sa fille, je me suis mis à sa place et j'ai imaginé le discours qu'il a prononcé dans l'église orthodoxe, devant le cercueil de sa fille, empreint de toute la culpabilité en disant « Mais bon sang, si j'avais pas été ce que je suis ». Et je lis le texte à Alain, il s'appelle Alain Charles à Alain, nom d'emprunt évidemment, et il m'a regardé, il m'a dit une chose incroyable, je ne l'oublierai jamais, il m'a dit « Je ne savais pas que tu étais dans l'église ». Donc il s'est produit ce phénomène je dirais, de totale confusion, et là je pense que c'est peut-être un des plus beaux souvenirs, entre guillemets, littéraires que j'ai jamais connus. Mais je pense que ça va être le mot de la fin, parce que cette anecdote est vraiment très représentative de ce qu'est la force de la littérature. Donc, merci à la Foire du Livre de nous avoir accueillis dans son salon. Merci Nicolas d'avoir fait le déplacement. Donc je rappelle, il y a couvre-feu en Belgique, attention. Voilà. J'enregistre. Merci Michel, merci Alain, et bonne lecture.